tous et à toutes et bienvenue. Nous vous remercions pour votre présence au festival Histoire et Cité. Nous espérons que vous y passerez un agréable moment de culture et d'histoire. Nous vous rappelons que cette conférence sera suivie d'une séance de dédicace au rez-de-chaussée et nous vous invitons également à profiter de la librairie éphémère du festival ou à vous arrêter pour une boisson au bar du festival La Guinguette. À présent, nous avons ce soir l'immense plaisir de débuter cette conférence en musique avec une improvisation musicale offerte par Nathan Zurcher de la Haute École de Musique. Très bonne conférence à vous, je vous remercie.
Bon, bonsoir à toutes et à tous. Et merci, avant tout, merci Nathan Zucker pour cette présentation extraordinaire. Je m'appelle Igor Cavallio, je suis doctorant à l'Université de Genève et je vais présenter donc Olivier Monjean. Olivier Monjean est un intellectuel français formé en philosophie, histoire, lettres et anthropologie à l'Université Paris 7 et à la Sorbonne. Né dans le Paris de l'après-guerre, alors que les villes européennes se reconstruisaient, on peut se demander si cet événement et cette période ont influencé son intérêt pour les villes. Son travail est véritablement multidisciplinaire, touchant au domaine des sciences politiques, avec ses essais sur les passions démocratiques ou le nouveau langage du politique, de la sociologie, de l'anthropologie, avec ses ouvrages sur le rire, le corps comique ou bien la violence, ainsi que de l'urbanisme, comme en témoignent ses livres « La condition urbaine, la ville à l'ère de la mondialisation », publié en 2005, et « La vie des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine », publié en 2013, parmi d'autres. Dans ces deux derniers ouvrages, Monjean fait un passage important pour comprendre la mondialisation comme l'expression de l'urbanisation généralisée. Ces œuvres ont été traduites dans plusieurs langues, notamment en espagnol et en portugais, lui permettant ainsi d'avoir un impact sur la scène académique en Amérique latine. D'ailleurs, c'est grâce à ces traductions que j'ai pu découvrir son ouvrage A Condição Urbana, A Cidade na Era da Globalização, pendant la licence en architecture que j'ai fait au Brésil. Au travers de ces textes, on est introduit ou bien on redécouvre les œuvres de Michel Desserteaux, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Françoise Chouet, Simmel, Baudelaire. On passe à connaître les travaux des architectes, des poètes et des photographes. On visite la planète entre le nord et le sud, entre les lieux, les non-lieux et les hyperlieux. Olivier Monjean a enseigné dans diverses institutions d'enseignement supérieur, telles que l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHSS à Paris, l'Université Lyon 2, l'École nationale supérieure des paysages de Versailles. Pendant une vingtaine d'années, il a été le directeur de la revue Esprit, revue incontournable dans le domaine des sciences humaines et en francophonie et au-delà. Je pourrais continuer à décrire son travail, qui est très vaste, mais je préfère lui laisser la parole pour qu'il puisse en parler lui-même, notamment sur le thème « La survivance de la rue en Europe et en Amérique latine ». Messieurs, dames, Olivier Monjean. Merci Igor et merci à notre ami Nathan Zurcher. J'ai beaucoup apprécié parce que commencer par la musique n'est pas indifférent, dans la mesure où si on réfléchit un petit peu sur la ville autrement qu'à par rapport à l'idée d'un programme urbanistique, la ville c'est des pratiques urbaines, pour autant qu'il y ait des habitants. Et ces pratiques urbaines, généralement, elles sont liées à des rythmes. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la rythmique est une manière très souvent, la rythmique c'est la poésie, c'est la rythmologie. David Mangin qui était là il y a quelques jours, et quelqu'un qui a, pour parler des raies de ville, qui a fait un livre tout à fait remarquable, La ville franchisée, il parle lui de la ville passante. La ville passante, c'est cette ville qui est capable de vous faire passer d'un rythme à l'autre. Alors voilà, c'était juste pour faire le lien, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on vit de moins en moins dans une ville passante, au sens où effectivement, on a des séparations, on a des limites marquées qu'on ne peut pas dépasser. Souvent, on a même des murs. La route elle-même est faite de la rue de canaux. Il suffit d'aller à Paris pour voir que chaque rythme a son canal. Soit vous marchez, soit vous faites du vélo, soit la voiture, on en fait de moins en moins. Chacun a son canal, mais on n'est plus du tout dans une rythmologie partagée. J'y reviendrai parce que c'est peut-être une manière d'introduire nos interrogations sur la rue.
Alors, comme on n'est pas nombreux, on ne voit pas grand-chose, mais je ne pense pas que la salle se soit remplie. Donc, je préfère j'ai eu l'occasion de parler avec Igor Carvalho. Comme moi, un de mes intérêts, c'est de réfléchir un petit peu sur ce qu'est la ville européenne, son devenir, et ce qui devient la rue. Je vais faire une petite ouverture pas trop longue. Et puis après, on pourra rebondir et se demander ce que devient la rue, pour autant qu'elle puisse encore porter quelque chose dans un monde qui n'est pas le monde européen, n'est pas le monde ni français, ni genevois, ni suisse. Voilà, moi, ce qui m'avait intéressé en travaillant, l'occasion pour l'Art Esprit de beaucoup voyager, j'ai quand même vite compris, d'ailleurs c'est peut-être des problèmes qui sont liés à tous les événements que nous vivons, très durs, que l'Europe n'était peut-être plus tout à fait le moteur de l'universalisation du monde, pour parler comme ça. Le modèle, bon, et quand on voyage, effectivement, quand on voyageait une vingtaine d'années, pas besoin d'aller en Chine pour comprendre que l'urbanisation était le moteur d'un développement qui avait une rapidité strictement incroyable, puisque ce qui a été la révolution urbaine chinoise a remplacé la révolution idéologique avant que la révolution commerciale, qui aujourd'hui a pris beaucoup d'essor. La révolution urbaine a été quand même la manière pour la Chine de se développer à une rapidité grand V. Mais on ne va pas regarder que vers la Chine, où on a un urbanisme qui est un urbanisme de contrôle, qui est un urbanisme politique, qui est un urbanisme de contrôle extrêmement fort. Il y avait même des cartes de séjour urbaines qui vous permettaient de vivre ou pas vivre à tel endroit. Mais ayant dans la tête quand même cette rythmologie, non, c'est pas une rythmologie justement, ce développement urbain extrêmement rapide par rapport à celui de l'Europe. Nos villes européennes, on est à Genève, je vois 450e anniversaire, je connais un peu Genève, le vieux Genève, c'est une ville où on a encore d'ailleurs des rues, au sens où on peut encore, on va en parler là tout à l'heure, mais il faut bien comprendre quand même le décalage qu'il y a entre l'urbanisation européenne qui apporte en gros sur 6 siècles, 7 siècles, sachant que même l'urbanisme ne naît qu'au 19e siècle, n'oubliez jamais, c'est Cerda, fin 19e, Barcelone. Ce qui naît avec la Renaissance et l'humanisme, c'est pas l'urbanisme au sens strict, c'est le traité d'architecture d'Alberti et les projets utopiques dont parle très bien François Choët, que vous avez évoqué. Mais le projet utopique, c'est un projet, il suffit de regarder les Veduta italiens et les tableaux de Chirico après coup, il n'y a personne qui habite dans un projet utopique. C'est des projets sans habitants. Et c'est ce qui va donner d'ailleurs l'utopie urbaine, qui va donner la programmation urbanistique via Haussmann, Cerda, on va continuer. Mais ce que je voulais dire, c'est que les villes européennes, les plus belles, celles qu'on aime et celles où vont les touristes, de Genève à Budapest, Prague, et sans parler de Paris, sont des villes qui changent et qui patinent sur le poids du tourisme. Voilà, on a une duration urbaine qui est quand même sur plusieurs siècles. Et on a eu, et là Igor en parlerait mieux que moi, on a eu en moins de 40-50 ans dans certains espaces des développements urbains en dizaines de millions d'habitants qui sont tout à fait impressionnants. Et on aura l'occasion de parler de Sao Paulo, mon voisin est de Sao Paulo. Moi je connais assez bien Sao Paulo, excusez-moi pour l'accent, mais je rappelle que Claude Lévi-Strauss, qui fondait une maison des sciences humaines, une petite université à Sao Paulo avec d'autres anthropologues français et autres, ça devait être les milieu des années 30, 1935 je crois, il en parle très bien dans Triste Tropique, un classique, il dit dans la rue, cette rue, ça va m'amener au Moyen-Âge, cette rue, c'est une rue où il y avait des bêtes, il y avait des animaux, il y avait la rue qu'il décrit de Sao Paulo n'a strictement rien à voir à ce qu'elle est devenue 40 ans après. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est la durée. La durée et la rapidité du développement urbain qui aujourd'hui s'appuie bien entendu sur les nouvelles technologies de tous ordres, mais qui pose des questions. Et avoir en tête que la mondialisation dont on nous dit toute la journée qu'elle est économique, et ça c'est bien le problème qui a fait qu'on n'a rien vu venir des questions politiques, d'où les guerres à l'horizon, et bien entendu que la mondialisation c'est aussi une urbanisation très rapide, et moi que j'ai dit généralisée, dans la mesure où il y a un modèle qui est un modèle qui a pris le dessus. En gros, quand vous voyez les gens qui sont dans les développements urbains, le modèle, ça reste toujours Singapour. Pour la Chine, le modèle est Singapour, qui est un modèle extrêmement impressionnant, sachant que Singapour, bien sûr, c'est pas une démocratie, c'est un des lieux les plus contrôlés. Et le modèle de développement urbain le plus rapide, c'est aussi le développement où il est le plus sécurisé, contrôle facial. Et il y a 10 ans, un Parisien de gauche disait, mes amis pouvaient dire, nous
n'auront jamais le contrôle facial. Le contrôle facial, il est là aujourd'hui dans les rues, prêt à nous accueillir les Jeux Olympiques. Hein. Voilà, donc c'est pour dire que ville, rapidement, sécurisation, numérique, tout ça va de pair. On a une globalisation qui passe par les nouvelles technologies. Alors d'un mot, pourquoi est-ce qu'on va revenir sur la rue en quelques mots? Justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est là aussi, c'est de voir, quelle que soit l'urbanisation rapide à l'échelle du monde, c'est qu'on a, vous me corrigerez, on a à peu près 70% d'habitat informel dans le monde. Informel, c'est-à-dire qu'un urbaniste n'est pas passé par là, en bien ou en mal, mais il y a des gens qui habitent dans des, comment faut-il appeler ça, des espaces qui ne sont pas construits, mais ils sont habités d'une certaine manière. Je donnerai des exemples tout à l'heure, c'est là où on pourra. Et on a donc 70% d'informels. Hein, vous me corrigez, Igor, vous êtes meilleur que moi. Je rappelle qu'Igor a travaillé quand même à la mairie de Saint-Paul. Il a fait de la politique, il a fait un doctorat, il a fait un livre sur le logement social au Brésil. Donc, je suis content de pouvoir, je ne vais pas être trop bavard, ouvrir un dialogue. Très vite sur la ville. Pour essayer de faire comprendre justement. Nous, la rue est de plus en plus une rue, même ici, là, quand on vient, il suffit pas loin, là, ce qui longe l'espace, tout se mélange, le vélo, là, impossible de traverser, c'est clair. C'est des rues qui font mur, qui coupent, qui, en tout cas, je pense qu'à Marseille, à Genève, la marche reste encore un peu possible. Mais c'est une ville assez particulière. De toute façon, il n'y a que des cas particuliers, hein, avec des gradients plus ou moins forts. Voilà. Donc on a d'un côté, nous, peut-être de moins en moins de rues, quoi qu'il en soit, du rôle donné au vélo, j'y reviendrai tout à l'heure, et par ailleurs, on a un constat de l'informel ailleurs, extrêmement important, qui peut-être peut nous conduire à réfléchir sur ce qu'était la rue dans le cadre de la ville européenne. Alors très vite, je vais m'appuyer sur un remarquable ouvrage de François Choët, très court, qui s'appelle « Espacement », l'évolution de l'espace urbain en France, en Europe, et surtout en France. Elle s'appuie, d'ailleurs, c'est un festival historique, c'est une espèce d'histoire, non pas des espaces ou de l'urbanisme, qui une fois de plus, je le rappelle, n'existe ça ne qu'avec Haussmann et après Cerda à Barcelone, mais elle travaille sur les espacements, c'est-à-dire la manière dont on pratique un espace. Michel de Certeau dit toujours, un lieu, c'est un espace pratiqué. Il n'y a pas d'espace non pratiqué. Le problème, c'est quel type de pratique, hein. Il ne peut y avoir que des pratiques policières, éventuellement. Hein. Mais avec le facial, avec les contrôles aujourd'hui, il y a besoin, ce qu'on disait récemment à propos de Paris, effectivement, qu'on ne voit plus les flics parce qu'effectivement, ils contrôlent à peu près tout maintenant depuis leur bureau. Là, alors, j'aurais juste très vite reprendre les espacements proposés par François Choët. Pour elle, un espacement, ce n'est pas des monuments juxtaposés, des entités, ce n'est pas du lourd, ce n'est pas du construit, c'est ce qui met en relation des entités, c'est ce qui met en rapport des pleins et des vides. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle distingue 4 types d'espacements, je vais être très très rapide, qui nous amènent peut-être à bien voir aujourd'hui ce qui peut être... Si on peut observer un basculement du global et du local. On a un global qui va être de moins en moins habité, un global urbain, bien sûr. Il suffit de prendre tous les exemples, il suffit d'aller se balader, de voir ce que sont les villes émergeaient très vite, les plus riches. On voit comment Dubaï a remplacé Beyrouth. Beyrouth, qui était une ville extrêmement, justement, très habitée, qui l'est toujours, qui est une ville de la nuit, en dépit des tragédies qu'elle vit jour et nuit sur le terrain de la violence. On a le modèle Dubaï, Singapour, etc., c'est-à-dire, au fond, des cités-États qui ramassent complètement et coupent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui viennent pour travailler, etc., qui sont les esclaves modernes. Et de l'autre côté, on a des villes pieuvres. Moi, j'appelle ça dans mon bouquin comme ça. C'est un peu Sao Paulo, pour prendre cet exemple, d'une ville qui fait combien d'habitants maintenant aujourd'hui ? 22 millions. Et on a des villes qui essaient de se recontextualiser. C'est-à-dire là où on a des villes globalisées qui sont sans contexte, hors échelle, on a l'idée qu'on peut peut-être refaire du contexte, c'est toute la question. C'est la question que posait quelqu'un qui est décédé quelques années, André Corboz, qui était un très grand urbaniste, qui enseignait ici, je crois, en tout cas à Genève, quelqu'un qui a
Alors, je reprends les 4 espacements et je dirais quelques mots de la rue comme ça, de Françoise Choët. Le premier espacement qu'elle évoque, c'est justement l'espacement médiéval. Et beaucoup d'ailleurs d'historiens disent que le moment médiéval, post-féodal, en France, est le moment où il y a les libertés communales et c'est le moment où effectivement, comme dit le sociologue Jacques Donzelot, c'est peut-être un des rares moments où faire société a du sens. Je parle que de l'Europe là, a du sens. Pourquoi? La ville, c'est un espace circonscrit, très ouvert en même temps. C'est pas la ville après à étatiser à partir de Richelieu qui va être plus fermée, qui va devenir une enceinte. C'est une ville assez ouverte. Et où effectivement, ce qui prime, et je vais le définir plus après, c'est ce que Choët appelle l'espace de contact. La ville médiévale qu'elle valorise, c'est une ville où le contact est mis en avant. Je vais le développer très vite. Après, elle évoque la ville de la Renaissance. C'est la ville, effectivement, c'est Alberti, c'est la perspective. Le sens qui prime, c'est l'œil, effectivement, et ce qui va se mettre en place, c'est la perspective, c'est aussi le pouvoir de l'œil d'organiser les choses. Et à la rue va se substituer la place, mais la place, très souvent, c'est la place du pouvoir. C'est la place d'où on regarde le pouvoir sur son balcon et d'où le pouvoir vous regarde depuis le balcon. Ensuite, on a la ville industrielle, qui est très importante, puisque la ville industrielle, elle met en avant la fonction circulation. Et c'est là où arrive, après le train, la voiture, etc., et toute l'évolution qu'on connaît. Donc le primat de la circulation va l'emporter. Et ensuite, on a, selon elle, et a tout à fait à raison, elle écrivait son livre il y a 40 ans, ce qu'elle appelle la ville connectée. Elle avait totalement anticipé la révolution télématique. Elle travaillait avec un très grand philosophe mathématicien qui s'appelle Jean Toussaint de Santi. Et elle avait très bien compris comment, effectivement, on passait du monde de la fonction au monde de la connexion. Je ne vais pas faire semblant de vous expliquer ça, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est le monde du réseau qui se substitue au monde de la machine, c'est le passage de la société industrielle à la nôtre. Et il est évident que la connectivité, c'est la perte de contact. Ce qui définit pour 210 la connectivité, c'est justement qu'il n'y a plus de seuil, puisque vous êtes déjà là où vous voulez arriver, l'ici et maintenant. Il y a une perte totale de rapport au temps et à l'espace qui se met en place et qui est la question pour moi centrale. J'en reviens un peu sur ce développement ville médiévale, ville de la Renaissance, ville industrielle, ville connectée. J'essaie de dire quelques petits mots sur ce qui prime dans l'espace médiéval. C'est l'espace de contact. Ça veut dire quoi ? Vous voyez simplement film des Cap et d'épée qui reviennent très à la mode avec les séries, ou le Cyrano de Bergerac, d'Artagnan. Qu'est-ce que c'est que la ville à ce moment-là? C'est un endroit où être dehors prime sur le fait d'être dedans. Ça, c'est le plus fondamental. C'est-à-dire, on sort de chez soi en permanence, c'est pas qu'on n'habite pas, mais la vie urbaine se fait à l'extérieur. Elle se fait, David Mangin aurait dit il y a 2 jours, c'est le Redville. L'espace informel pratique beaucoup le Redville, ce qui veut dire être toujours entre l'intérieur et l'extérieur. Mais on regarde beaucoup plus l'extérieur. Et pourquoi le monde médiéval regarde vers l'extérieur? C'est l'extérieur. L'extérieur, c'est tous les contacts. Les contacts, ce n'est pas simplement le contact physique, c'est le contact. Je vais être informé à l'extérieur. C'est à l'extérieur que je suis informé. Et la ville, c'est bien entendu un espace, c'est le bouche à oreille, c'est l'information, c'est la relation, etc. Elle insiste beaucoup sur le fait que les 5 sens, vous m'excusez, je fais Kepler maintenant, les 5 sens sont mis en avant, et pas uniquement un seul qui va être l'œil de plus en plus, et chez nous maintenant c'est le digital peut-être, et le doigt, mais les 5 sens sont en permanence mis. Et ceux qui ont eu l'occasion de voyager dans les villes du Proche-Orient, le Caire, etc., on sait ce que c'est qu'une ville, effectivement, où le marché est dehors, où on fait son marché, on est dehors pour entendre l'information, etc. Ce qui est très important, c'est de comprendre, effectivement, qu'on est dans une ville sensible, une ville, mais surtout une ville où on habite autant dehors que dedans. Donc, vous voyez bien, j'ai dit tout à l'heure que le numérique, on est en train de casser le seuil. Ce qui fait le lien entre le dedans et le dehors, entre l'intime et le public, entre l'intériorité et l'extériorité. Là, on est dans un monde, effectivement, où
où effectivement les frontières sont brouillées. Hein. C'est ce qu'elle appelle l'espace de contact. Alors vous pourriez le développer, mais ce qui est très important, c'est l'idée, on est toujours dans un entre-deux. On est toujours, comme disait De Certeau, sur le pas de porte. Et le pas de porte, même encore aujourd'hui, le pas de porte, c'est là où on parle le plus. C'est toujours sur le seuil. Donc, la question qui est derrière moi, c'est qu'aujourd'hui, où le seuil est de moins en moins valorisé, la question de l'architecture, de l'habité est une question qui prend d'autant plus sa force. Bon, je pourrais développer, je ne le ferai pas, mais la rue, bien entendu, médiévale, c'est aussi le théâtre, c'est Molière, c'est le Charivari, c'est tout ce que vous voulez. On pourrait continuer. Peut-être que dans la ville de Calvin, c'était moins théâtralisé, je ne sais pas. Mais on voit très bien comment la rue certaines rues de Genève sont des rues très étroites. Alors les exemples, vous les trouvez encore aujourd'hui. La ville de Troyes, par exemple, qui n'est pas si loin. La ville de Troyes est une ville où on a encore des bâtiments en bois. On voit très très bien que les façades sont sur la rue. Hein. Ce que je retiens là d'un mot, c'est simplement que l'intérieur regarde toujours vers l'extérieur. Hein, et donc, vers un espace, le mot que je n'ai pas encore lâché, vers un espace qui n'est pas un espace public. L'espace public, il n'intervient que lorsque l'État décide, ou le pouvoir décide des normes de l'organisation de l'espace. Là, on a un espace tout simplement commun, qui n'est décidé par personne. On a donc un mélange du marché, de toutes les fonctions qu'on va retrouver. Je vais passer sur la ville de la Renaissance et dire deux mots, parce que c'est là que les choses vont commencer à bouger. Deux mots de la ville industrielle. Là, la ville médiévale, elle n'a pas trop besoin de la circulation. Les choses se passent. On ne sort pas trop, on nomadise pas, les commerçants viennent d'ailleurs, etc. C'est une ville, on bouge dans un espace donné, qui est le quartier. Il peut y avoir plusieurs quartiers dans le même espace. Et donc, les choses vont bouger avec l'espace industriel, on connaît aussi bien en Suisse qu'en France, c'est-à-dire qu'évidemment la machine prend le dessus, l'espace industriel, et là on arrive avec ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Fonctionnalisme, c'est les Siam, le Corbusier, ça c'est début du XXe, qui vont nous dire, une ville c'est quoi? C'est plusieurs fonctions associées dans un même espace. Principale fonction, travailler, l'usine est là, on peut voir même à Genève, hein. Travailler, habiter et la récréation, et qu'est-ce que j'oublie, voilà, et circuler, bien entendu. Et donc, dans l'espace industriel, la première, ce qui est le plus important, c'est la circulation et l'information. C'est à ce moment-là, au XIXe siècle, que la presse se crée, puisque l'information qui était dans la rue va devenir professionnelle, elle se crée, très important pour comprendre ce que c'est qu'un espace public, mais c'est la circulation qui est motrice, qui est le plus important, qui va prendre le dessus. Bon, je passe là-dessus. Ce qui m'intéresse après, c'est de comprendre que c'est là que tout va bouger, puisqu'effectivement, la fonction mobilité, la fonction circulation, va travailler toutes les autres fonctions. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le travail est fluctuant, c'est la flexibilité. Les loisirs sont fluctuants. Même un groupe de charismatiques qui peut faire 300 km pour assister, qu'on appelle ça loisir ou pas, les fêtes se font. Tout est dans la mobilité. Et l'habitat aussi est fluctuant. Aujourd'hui, il a beaucoup changé. Un des gros problèmes de Paris, c'est que n'a jamais été anticipé, par exemple, le fait que maintenant, il y a à peu près de la moitié, il faudrait avoir à peu près moitié d'appartements sociaux ou pas d'ailleurs, pour les mères célibataires avec enfants. Tout ça n'a pas été prévu, on était encore dans le contexte, un appartement, c'est une famille avec 2-3 enfants. Donc la fonction mobilité va l'emporter sur toutes les autres. Et c'est ça la connectivité. La connectivité, c'est quand tout simplement la mobilité, les flux l'emportent sur l'ensemble. Voilà. Alors je voudrais juste dire un mot. Donc on est passé d'une certaine manière, bien sûr que je suis très rapide, on passe d'un monde, cette cité médiévale là, que j'idéalise, mais pas du tout. Beaucoup de gens, et les grands historiens, Jacques Le Goff, Duby, ont beaucoup valorisé l'homo urbanus du monde médiéval, dont on a fait un monde de l'avant-lumière, hein, un monde. Et les libertés communales sont là, avant que l'État s'institue, et lui-même organise l'espace public, je le redis, très important. Très important. Mais donc, on est dans un monde où quand même les pratiques corporelles, les pratiques humaines
Et elles vont progressivement se réduire. Et c'est ça, avec la connectivité qui s'organise, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mobile et que vous n'avez pas de corps, pas du tout. Ça veut dire qu'on est dans un monde de la connexion, qui est un monde de l'accès, et donc qui est un monde fragmenté. Le problème, c'est de savoir qui a accès. Ce qui se passe avec nos portables, c'est ce qui se passe dans la réalité, sachant que le modèle devient effectivement le modèle de l'aéroport, qui est le modèle de la... Et là encore, c'est en Chine que s'est mis en place les grands aéroports, collés aux gares d'ailleurs, ce qui est très fascinant, avec des modes d'accès, avec 3-4 sécurités. Il y a plein de travaux qui vous montrent que la rue aujourd'hui, c'est effectivement la manière d'entrer dans un aéroport avec des sas successifs. Et quelque part, on vit de plus en plus comme ça et on vivra de plus en plus comme ça. Il ne s'agit pas, quand on est ici, effectivement, de généraliser et de délirer, mais il faut bien prendre en compte, en tout cas, la rapidité du développement. Juste quelques mots, peut-être, sur la ville... Simplement sur le moment industriel qui est intéressant, d'un mot, Haussmann par exemple, les immeubles haussmanniens de la rue de Rivoli et autres, c'est très intéressant. Ils sont conçus pour effectivement se protéger de plus en plus de ce qu'était le monde, de l'extériorité, c'est-à-dire de la rue. Et les façades se quittent la rue d'une certaine manière. D'ailleurs, se mettent en place les galeries, les arcades, les galeries. Et là, vous avez toute une réflexion. Vous connaissez, je pense, pour certains, Walter Benjamin, sur les galeries. Effectivement, il montre que c'est à l'intérieur. Les rues vont progressivement s'inscrire à l'intérieur. Et Le Corbusier, qu'on connaît en Suisse, il ne faut pas l'oublier quand même, haïssait la rue, il ne faut jamais l'oublier, ce qu'il appelait les rues corridors. Il y a une haine de la rue qui est écrite, hein, je pourrais trouver mais il y a l'idée d'inscrire la rue à l'intérieur de l'immeuble lui-même. Vous connaissez toutes ces thématiques, mais c'est très intéressant de voir cette rue qui était l'espace de contact, etc., va s'inscrire à l'intérieur de l'habitat, du logement. Et on pourrait prendre 1000 exemples. Après, sur la ville industrielle, c'est le moment quand même important où il y a toute une réflexion imaginaire. La fiction est très importante, les romans, etc. Sur la ville comme espace, on est au 19e, hein, c'est Baudelaire, c'est Edgar Poe, c'est la ville comme espace qu'on va créer soi-même. Et là, je vais être très rapide, mais j'espère que ça permettra de rebondir. C'est l'idée... Il y a un écrivain que j'aime bien, Jean-Christophe Bailly, assez connu dans les milieux paysages urbanistes. Il a écrit un livre qui s'appelle Grammaire générative des jambes. C'est l'idée qu'on écrit une ville soi-même avec ses pieds. On écrit une ville avec ses pieds, en marche. Et donc on a énormément aujourd'hui d'écrivains de la marche, comme il y avait des écrivains de l'imaginaire urbain. D'ailleurs, chaque ville aujourd'hui a son grand écrivain, pas uniquement depuis Joyce, hein, Marfou sur vous avez Borges sur Bénozer et Sabatov, etc. On pourrait trouver à chaque fois... La question de l'imaginaire est centrale, mais l'imaginaire, il est porté par l'idée de la marche. Le rythme urbain est un rythme lié à la marche. Ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout d'être contre le vélo, mais quand vous voyez que la mobilité douce qui est portée par le vélo, en tout cas à Paris, elle est devenue le référentiel. Et donc la marche est de moins en moins valorisée, ce qui est une question, si vous partez de l'idée, qui serait la mienne, en tout cas, que la marche est la manière, il y a toute une série, on pourrait y revenir, d'articles de Michel de Certeau là-dessus, s'appelle L'invention du quotidien, comment on écrit sa ville. Il y a une écriture de la ville qui est indissociable de la marche. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas il y a plein de propositions de marche, mais c'est des propositions de plus en plus, pas uniquement touristiques, mais c'est le randonneur, c'est même le trailer, etc., c'est tout ce que vous voulez. Mais la marche est très importante, mais quelque part, elle est vendue plus qu'autre chose, plus qu'elle est pratiquée. Mais donc la question qui se pose quand même aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une ville où la marche n'est plus motrice ? Beaucoup de gens, pour moi le meilleur aujourd'hui écrivain un peu de la marche, c'est Jean Rollin, qui par exemple, lui part du principe que de toute façon une ville où on ne marche pas n'est pas une ville. Prends l'exemple de Houston aux États-Unis, c'est une ville où si vous n'avez pas de voiture, mais il s'oblige à faire un livre sur LA, sur Los Angeles, en montrant qu'on peut quand même y marcher. Je reviens sur cette question de la marche parce que c'est la question du rythme qu'on a évoqué tout à l'heure. La question de la marche, elle est centrale par rapport... Voilà. Alors tout ce que j'ai dit là, beaucoup trop rapidement,
cette idée que il y a un repli, c'est l'individualisme contemporain, un repli vers l'intérieur, repli du dehors vers le dedans, l'espace public est de plus en plus contrôlé. On a un espace commun qui est de moins en moins vécu comme tel. Il ne faut pas se tromper, un espace public, ce n'est pas un espace commun, c'est un espace déterminé par le pouvoir en place, que ce soit une mairie, un État, une région, un départ, tout ce que vous voulez. Un espace commun, c'est un espace au sens de cette espèce d'espace de contact médiéval j'ai évoqué. Alors, la question qui est là, mais j'ai été trop long, on va essayer de rebondir en bougeant ailleurs. Qu'est-ce que c'est que refaire de l'espace de contact aujourd'hui ? Dans un espace de connectivité accélérée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher à Genève, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits de respiration, ce n'est pas ça que je veux dire, mais la tendance lourde, elle est là. En tout cas, une ville comme Paris change extrêmement rapidement. Et donc, comment refaire de l'espace de contact ? La question que j'ai envie de poser, peut-être avant même de prendre l'exemple de Bogota, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le très très grand architecte qui avait travaillé avec Le Corbusier, qui s'appelle Salmona à Bogota. Ma question, elle serait... Par exemple, Françoise Choët, elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus. Et elle dit la Terre se meurt parce que la connectivité l'a emportée. C'est la vision négative. Est-ce qu'on peut, comment un urbaniste, comment un paysagiste, comment un doctorant peut nous aider à repenser? Mais il n'y a que des cas singuliers, des espaces de contact. Voilà. Et je pense que il ne s'agit pas de dire la rue est la solution, ce n'est pas ça que j'ai essayé de dire. J'ai essayé de dire que dans l'imaginaire de la rue médiévale et même à travers l'écriture urbaine pensée du 19e, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à réfléchir à ce que ce sont des pratiques urbaines qui ne sont pas des pratiques imposées, où vous suivez les panneaux indicateurs pour touristes et vous obéissez à votre portable, sachant qu'aujourd'hui, moi qui chance de vivre au centre de Paris, je veux dire, un touriste, de toute façon, il ne marche plus, il regarde son portable pour marcher. Et ça, c'est un fait, c'est tout. Et voilà. Alors après, il ne s'agit pas de fermer le banc. On peut aller se promener à Tokyo avec Lévi-Strauss, qui a écrit des choses très importantes sur la ville palimpseste de Tokyo. On peut aller, je pourrais évoquer Kinshasa. C'est une ville, il n'y a pas de construction. Il y a un travail remarquable qui est fait sur Kinshasa qui s'appelle, il a repris l'idée des villes invisibles de Calvino, qui montre comment, dans cette ville complètement informelle, il y a effectivement il y a du contact. Ça, je pourrais l'évoquer si on y revient. Alors peut-être qu'on pourrait aussi repartir de Sao Paulo pour voir comment ça se passe. Je connais un petit peu. Peut-être que vous pourriez rebondir à ce que je viens de dire pour que je ne boucle pas l'heure. J'ai déjà trop parlé. L'idée, c'est d'essayer de se déporter un peu, de voir effectivement, la question, c'est pas d'être dans l'utopie, de dire l'espace de contact va totalement sauver l'informel, comme si l'informel était vivable. Il ne faut pas être démagogue. Voilà. Peut-être que... Ça va ? Ça va. Bon, tout d'abord, c'est un défi de commenter vos pensées. En tout cas, moi, je pourrais rester encore à vous écouter et à apprendre beaucoup plus que parler, mais j'accepte le défi. J'accepte le défi et je pense qu'on peut penser donc Amérique latine, on peut penser Afrique, on peut penser le Sud en général et on peut utiliser les structures que François Choët propose, justement, les 4 espacements pour penser, ok, ce sont les villes, elle utilise cette structure pour penser aux villes européennes, mais quel serait donc les espacements des villes américo-latines ou bien africaines? Tout d'abord, en bref commentaire, parce qu'on a discuté tout à l'heure de ça, je trouve que c'est intéressant cette logique de penser à la ville européenne médiévale comment, et la rue, à la place de la rue dans cette ville comme un espace de contact. Et ce n'est pas par hasard, par exemple, que ces tissus urbains
est à l'origine de la résistance de la Commune de Paris, par exemple. Quand on pense comment les ruelles médiévales ont permis justement un comportement et une résistance populaire, alors que Haussmann, il va justement effacer tout ça, ouvrir des boulevards pour justement déguerpisser et permettre que dans cette nouvelle ville, la circulation soit le plus important que le contact. Donc, donc, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas penser politiquement, on va circuler, il faut circuler. Donc, pour penser l'Amérique latine à partir de ça, bon, on peut penser à un espacement de la ville coloniale. Je pense que ça, c'est important, c'est un moment historique qui est très important. L'Amérique latine a eu un moment de la ville industrielle, cette ville qui est conçue pour la machine, mais qui après, les urbanistes vont essayer de la concevoir en tant que machine aussi. Ça, c'est intéressant aussi de penser donc la ville comme l'emplacement de la reproduction du capital, des marchandises, etc., mais aussi de cette ville qui est aussi conçue en tant que telle, en tant qu'une machine elle-même. Et en troisième moment, peut-être on peut dire de cette ville mondialisée, cette ville globale, dont vous évoquez dans votre bouquin la ville des flux. Et cette ville qui est connectée, mais qui elle est fragmentée, elle n'a rien à voir avec le reste de la ville. C'est une ville qui est conçue pour attirer des investissements étrangers, etc. Alors, on va voir ça aussi en Afrique. Je parle de l'Afrique parce qu'en ce moment, je fais une thèse sur l'Angola. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais avec ma directrice Amel Choplin à Kigali, au Rwanda. On a pu voir donc justement cette ville numérique qui se met en place, c'est une ville ordonnée, c'est une ville de circulation, mais justement, on ne voit pas le contact. Très sécurisé aussi. Très sécurisé. Et aussi les espaces publics qui sont conçus en tant qu'espace de carte postale. Je pense que vous utilisez aussi dans votre travail cette image de la ville carte postale, au lieu de penser à la production d'espaces justement qui soient intéressants aux citoyens. Donc ça, je pense que c'est important de considérer. Et aussi de penser, pour penser donc ces espacements pour l'Afrique, donc la ville coloniale aussi, peut-être ensuite on pourrait, je viens de réfléchir à ça, hein, donc peut-être on peut penser à un espacement de la ville des ONG, la ville de l'aide internationale, cette ville qui va produire des infrastructures, mais à un moment donné, à partir des années 2000 quand même, il y a eu ces discours de African Rising. C'est l'Afrique comme la dernière frontière de l'urbanisation planétaire, mais aussi comme la dernière frontière du capitalisme. Donc, cette puissance économique qu'il faut faire pousser et stimuler en Afrique. Et donc, on voit peut-être là un nouveau moment de la ville des flux de capitaux, de la ville des flux d'investissement, et cette ville qui se mondialise et aussi que produit de la fragmentation. Je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'on est venu pour vous écouter plutôt que pour m'écouter moi-même. Moi, ce qui me plaît, c'est l'échange. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est intéressant, on parle de Sud global, c'est aussi de comprendre comment ce Sud global n'est pas justement complètement homogène, anti-européen ou anti-occidental. Et je pense que c'est à travers des réflexions comme ça qu'on peut le saisir. Hein. Il faut bien comprendre que ce Sud global lui-même, il est confronté à plein de scénarios, tels que vous pouvez les connaître au Brésil ou ailleurs, sur le point de vue, du point de vue urbain. Vous avez évoqué le Rwanda. C'est très important de voir que le pouvoir qui a maintenant 40 années un homme qui est un autocrate, qui a vaincu un génocide, c'est vrai, mais qui est devenu un autocrate, un homme de pouvoir, qui s'appelle déjà
Kagame, excusez-moi. C'est très intéressant, il se constitue un espace urbain très contrôlé, sécurisé, interconnecté. Et d'ailleurs, avant que l'Éthiopie tombe dans la guerre, c'était un des espaces, c'était un des deux espaces de développement économique les plus importants, hein, en tout cas dans l'est de l'Afrique. C'est très important. Macron y était il n'y a pas encore longtemps, les gens y vont régulièrement. Et, bon, voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous me disiez quand même que, attention, il y a 70% de gens qui vivent à côté encore dans un monde paysan. Hein, donc c'est ça, quand on regarde un peu ce sud, c'est pas simplement des petits Singapour un peu partout, il y a le reste. Et c'est pour ça, quand on prend les 4 espacements, le problème, c'est pas de dire qu'il faut refaire la ville médiévale quelque part. C'est pas ça du tout la question. La question, c'est comment retrouver de l'espace contact dans un monde de la connectivité. Et moi, ma position avec un anthropologue, parce que je pense qu'on touche des questions anthropologiques très très fortes, qui s'appelle Marcel Hénave, qui est maintenant mort, c'était de dire, justement, les sociétés européennes, aujourd'hui, sont très fragiles pour recréer des espaces de contact. Elles sont hyper individualisées, elles ne croient plus à grand-chose, elles sont un peu... Bon, je ne parle pas pour Genève, hein, que c'est une ville... Enfin bon, le vieux Genève, on a peut-être envie d'y... J'en sais rien, moi, bon, je ne viens pas si souvent, d'y marcher, je ne sais pas. Bon, c'est une ville internationale, on le sent aussi, bon. Mais après, bon... On a la ville médiévale, j'ai évoqué. Le côté albertien, il a encore du sens. Il s'agit de voir comment on fait avec ces 4 espacements, sachant que la connectivité, de toute façon, on nous parle de l'IA et tout le cirque, et c'est pas un cirque d'ailleurs, mais c'est avec ça qu'il faut faire. On voit bien que c'est ça la question. La guerre, on voit très bien que c'est aussi une guerre liée à l'information, à l'hybridité, etc. Et les réseaux sociaux le connaissent. Bon, et le réseau social, c'est quand même la première désincorporation. Alors, il ne s'agit pas de dire on va refaire du corps, simplement. C'est pas si simple. Après, la circulation, c'est peut-être là où les questions sont les plus centrales, parce que c'est au sein de la circulation qu'on a le plus les entrer, sortir, les murs, etc. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espacement vivable. Là, tous les philosophes, phénoménologues ou autres, Merleau-Ponty, tout ça ont bien s'il n'y a pas cette espèce de capacité d'entrer et de sortir. Or, aujourd'hui, ce qui est cassé, c'est le seuil. Le seuil, c'est le pas de porte. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne réinscrit pas des seuils. Voilà, le seuil, c'est le pas de porte ou c'est les sas d'aéroport. Il faut choisir. Hein, on est très bien dans un truc d'aéroport, mais on n'arrête pas on est coupé en permanent, on est fragmenté. Et ça, on ne veut pas le voir. On fait comme si on vivait dans un monde fluide, le monde des flux, un monde de navigateurs, pour ça qu'on parle de pirates, qu'un monde liquide. Mais la liquidité, c'est le fric, mais c'est aussi l'eau. Et on sait aussi que, ça c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec peut-être que si, avec la rue, c'est que la question de la mer va devenir une question de plus en plus centrale, et sur le plan juridique et autres. Alors là, peut-être que la Suisse est un petit peu décalée, mais ça c'est autre chose, il y a quand même un grand lac. Mais la question de la mer est pour moi, c'est là où les guerres vont commencer à s'installer, la question de la mer est centrale. C'est le monde sauvage qui va 70%, je crois, de la surface planétaire. Voilà. Donc, et le dernier espace, c'est le problème, c'est là où il y a est-ce qu'on va avoir que des espaces de connexion? Alors ça, c'est le rêve, c'est la cité-État, c'est Dubaï, c'est Singapour, c'est le modèle chinois, hein, et qui est un modèle qui contrôle. Mais ils en contrôlent quand même 1,3 milliard d'habitants. Vous allez le trouver, je suis allé en Inde il n'y a pas longtemps, Inde fascinant, Delhi, je crois que c'est le plus grand aéroport du monde aujourd'hui. Delhi, vous avez un quartier autour de l'aéroport, hein, qui est un quartier où ils ont fait un métro, qui est un métro circulaire, où habitent uniquement les gens qui viennent pour les multinationales, pour travailler. On sait qu'ils sont très forts sur la connexion. Mais là, vous avez typiquement, autour de l'aéroport de Delhi, ça s'appelle Gurgaon, vous avez une cité complètement autonome, complètement déconnectée du reste du pays, qui fait peut-être vivre un peu le pays, c'est autre chose, mais vous avez une cité, vous avez un petit émirat là, dans un monde non émirati puisqu'il est hindouiste. Mais voilà. Donc vous avez ce système-là qui se met en place un peu partout. Hein. Est-ce que on pourrait donner des exemples au Brésil? Je suis quand même pas sûr. C'est plus compliqué. Mais
on voit très bien qu'on a ce modèle de la cité-État, qui est un vieux modèle, hein, qui n'est pas l'État-nation, qui se met en place un peu partout sur le plan urbain. Tout le Proche-Orient se met en place comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans effet sur la situation. Sans vouloir rentrer dans les débats sur la guerre, un ami qui connaît extrêmement bien Tel Aviv, qui est un biologiste très connu, il me dit, mais quand tu es à Tel Aviv, de toute façon, tu es dans une tour où sont les savants biologistes il y a aussi, c'est top niveau, c'est comme Gourgaon, c'est comme... et on est en contact permanent avec les universités californiennes, et effectivement, on peut vivre sans savoir même qu'il y a la guerre ou la potentialité de la guerre autour de nous. Et ça, c'est très important. Parce que ces zones, c'est des zones, effectivement, on est hors contact total. Mais on est en contact avec... On a une université ici, je crois que c'est un des problèmes aussi pour l'avenir des universités les plus savantes. On est en contact avec je veux dire, ceux avec lesquels on travaille à l'échelle internationale. Il y a une mondialisation aussi de la recherche, etc., qui est une mondialisation atemporelle, qui est complètement déconnectée des espaces. Voilà, donc on est dans une situation, il ne s'agit pas du tout d'être pessimiste comme François Choët, il est toujours là d'ailleurs, mais qui a écrit son dernier livre, j'ai même pas parlé d'écologie depuis le début, La Terre se meurt. Voilà, donc il y a des gens quand même très négatifs. Bon, moi, ma question, c'est, ici aussi, on voit bien, il y a quand même des, vous avez évoqué, je ne dis pas des alternatives, mais il y a des modes, des pratiques quand même qui permettent d'aller, est-ce que ça permet de contrer un mouvement lourd? Je ne sais pas. Et après, à chaque fois, ça se joue dans des espaces très, très particuliers, très, très particuliers. Et voilà, bon, est-ce que... Autrement, je peux rebondir aussi sur... sauf si la salle veut dire quelques mots, peut-être, puisqu'il est déjà à 8 heures. Oui, c'est ça, justement. Je ne sais pas, au fait, parce que là, on était censé finir à 8 heures. Je ne sais pas, mais peut-être que je pense que... Comment je peux dire un mot là de questions? Oui. Oui, merci pour votre intervention, Monsieur Mongin. Merci Igor pour les commentaires. Petite question, en réfléchissant, ça fait évidemment penser à Genève, qui est à la fois une ville européenne, mais qui en même temps est particulière, parce que c'est un espace où finalement il y a assez peu de contacts. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, une des premières remarques, c'est de se dire, OK, pendant 9 mois, il n'y a pas de contact. Et puis d'un seul coup, pendant 3 mois, il y a le lac et les gens se croisent. Et tout le monde, quand on arrive à Genève en janvier, vous dit, attends de voir au mois de mai, au mois de juin, tu vas voir, c'est une autre ville. Mais n'empêche que pendant 7-8 mois, il n'y a pas de contact dans cette ville, ou très peu. Et je me demandais, Monsieur Mongin, à quel point la question de la morphologie joue. Par exemple, ça fait 5 ans que j'habite ici, je cherche toujours la place où on va se rencontrer, vous voyez. Il n'y a pas de place comme on s'attendrait dans une ville italienne classique ou une ville française, vous voyez, où on convergerait, parce qu'il y a une place dans la vieille ville, mais la vieille ville est un peu muséifiée. Plein Palais, c'est pas vraiment une place, il y a un espèce de coin, un container là où ils vendent 3 bières, mais ouvert que l'été. Donc, vous voyez. Et du coup, je me demandais, voilà, on a beaucoup parlé de la rue, mais l'articulation avec la place et avec le quartier en fait joue et finalement permet aussi peut-être de repenser ces espaces de contact. Voilà. Oui, merci. Moi, je ne suis pas genevois, j'ai des amis genevois qui sont là. Bon, moi, je pense que Genève a quand même une histoire, qui est quand même l'histoire liée à Calvin, le type de... Il y a une culture politique. Chaque ville a une culture politique, quand même très, très. Ce qui a été dit sur Paris est intéressant parce que effectivement, Paris, on se rend pas compte. Haussmann, il vient raser les vieux quartiers médiévaux qui servent et tout ce qui est autour du Palais Royal, etc. Et là où sont les espaces de pouvoir. D'ailleurs, les lieux de contact frôlaient les espaces de pouvoir. Et alors sur Genève, je ne saurais pas trop dire. Moi, je pense que Genève pâtit aussi de son internationalisation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait dire du numérique et tout, mais le côté cité internationale, avec tout ce que ça impose. En tout cas, quand on vient, il y a une visibilité un peu de l'international qui est un peu lourde. Mais ce n'est pas un international au sens mélange cosmopolitique. C'est pas, on ne ressent pas des choses qu'on va ressentir dans des villes brésiliennes où justement tout de suite, je dirais, excusez-moi le terme, ça frotte, et puis ça bouge,
bouge, et puis ça danse, et ça fait la fête. Parce que c'est ça aussi qui n'a pas été dit une seconde. Je veux dire que moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Le problème, souvent, les gens ne comprennent pas, mais Olivier, tu fais l'éloge du Brésil, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bolsonaro, c'est des régimes horribles, et puis regarde les bidonvilles, la violence, les flics, etc. Tout ça est vrai, n'est pas faux. Reste que c'est des endroits, on l'a un peu évoqué, la rue c'est quand même le carnaval, hein, je pensais, vous auriez pu, la rue c'est aussi quand même occupée à faire des fêtes, hein. Je ne pense pas que Genève soit une ville si festive que ça, et Paris ne l'est pas d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Non mais là, vous m'excusez si j'ai dit une bêtise. Après, un peu partout, il y a des associations et tout, mais c'est le problème, il ne suffit pas de mettre des gens ensemble, il faut créer les espaces de contact, hein. Et l'exemple moi, que je donnais de Kinshasa, qui est extraordinaire, qui est une des villes les plus pauvres qui soit, quand on sort de l'espace connecté, on en a parlé, du petit Dubaï comme il y a partout, vous avez, il y a un très beau livre d'un anthropologue qui s'appelle Philippe de Buck, qui est belge, bien sûr, je sais pas si qui est un bouquin extraordinaire. Il montre que dans un endroit, c'est pas qu'il est inhabité, qu'il est non construit, c'est un endroit totalement habité, où il y a des radios, il y a du théâtre que j'évoquais tout à l'heure, les gens sont habillés comme s'ils allaient voir Macron au château de Versailles, il y a une espèce d'imaginaire. Alors c'est là où ce que je n'ai pas fait, mais si on devait pousser la débat, c'est comment on met en rapport le réel d'un espace et un imaginaire porteur. Le problème, c'est de ne pas mettre des gens ensemble, les uns, là on est un peu ensemble, on ne va pas pour autant aller faire la fête directement parce qu'on s'est vu là. Non, il y a des espaces et des cultes, et là il faut faire de l'anthropologie, ce qui nous manque totalement. Aujourd'hui, le gros problème de l'urbanisme, nous on a un pays, les Français, on a eu Lévi-Strauss et autres, mais on s'est intéressé à l'anthropologie partout, sauf chez nous, en Europe. C'est un peu ça le problème. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que nos sociétés. Je ne vais pas faire de la politique et parler des problèmes. Moi, c'est ma grande question. On sait ce que sont les États un peu. On voit très bien, on sait très mal quelle est notre société. Et moi, personnellement, on est loin de notre débat. Je ne dirais pas que quelqu'un qui vote RN en France est un fasciste potentiel. C'est bien plus compliqué. On ne connaît pas nos sociétés. Et ça, je m'adresse à l'université. C'est vraiment une question. On connaît beaucoup mieux les États. Hein, on sait, et les États, ils se sont privatisés. On n'a pas arrêté de parler de la privatisation. Mais c'est les États qui ont privatisé. Et ils se privatisent eux-mêmes. Et en même temps, ils se renforcent sur le sécuritaire et le militaire. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Regardez les budgets militaires sécuritaires de toute l'Europe. C'est pas lié qu'à l'Ukraine. Et c'est fondamental. C'est fondamental ce qui est en train de se passer. Mais après, il y a une privatisation qui a commencé au 19e, qui est avec d'ailleurs l'appartement bourgeois, une privatisation qui est de plus en plus forte, qui est une vraie. Donc après, la question, c'est que je pense qu'il y a, je crois que c'est Antoine Maurice qui est là, qui connaît très très bien. Il a écrit dans la revue Esprit de remarquables articles sur des pays où il a voyagé. Il connaît bien le Brésil. Il faut comprendre ce qu'un pays comme le Brésil aujourd'hui, quelles que soient ses difficultés, peut porter comme, je ne dis pas culture, identité, c'est pas ça, comme anthropologie festive, comme anthropologie du regroupement, bon, ce qui est plus le cas en Europe. Hein, je suis désolé de le dire. Voilà, c'est peut-être le français qui parle, mais je pense que ce qu'on a dit depuis le début, il y a de l'informel. Il ne s'agit pas de valoriser l'informel, de dire que c'est bien. Il y a des gens qui crèvent à cause de ça, hein, dans les pires. Le problème, c'est dans ces endroits qui sont des pseudo-espaces de contact qui ne sont pas complètement arraisonnés par le projet urbain interconnecté. Qu'est-ce qui peut se passer? Et je pense qu'il se passe quand même des choses. Mais là, il faut faire attention. Mais d'où l'important, pour moi en tout cas, de regarder ailleurs, ce n'est pas la question du Sud global, de regarder ailleurs ce qui se passe et d'entendre que le festif, il n'est peut-être pas mort partout. Merci, bonsoir. Et pour rebondir sur l'idée de Genève qui serait morte en hiver et un peu plus vivante en été, ça me fait penser, est-ce que dans ce monde où on n'a plus que des sas, on est interconnectés continuellement, on aurait affaire aussi à un monde du rassemblement qui devient nomade, en fait. On ne sait pas toujours à quel endroit les gens vont se rassembler, mais ça va se faire, je pense aux festivals l'été, qui sont devenus progressivement plus qu'un simple concert de musique. Est-ce que, effectivement, le lieu, l'agora, la place où on se rencontre, elle aussi, elle s'improvise maintenant, grâce au réseau.
Et puis, deuxième question, si c'est vrai qu'elle s'improvise, est-ce qu'elle s'improvise aussi à des endroits spécifiques dans des villes, autour d'un vieux monument ou autour d'un endroit qui fait quand même sens selon le lieu, quoi, hein? Est-ce que c'est devenu nomade et est-ce qu'il y a quand même des points fixes? Voilà. Oui, c'est la grande question. C'est aussi le problème, vous voyez, tous les politiques culturelles des villes, je parle en français là, elles n'arrêtent pas de produire des événements. Mais c'est elles qui produisent les événements, c'est elles qui les décident, c'est elles qui les organisent. Il n'y a qu'à voir un peu tout ce qui se fait autour des Jeux Olympiques à Paris, c'est extraordinaire, mais on voit le contrôle de l'événement, hein, sur tous les plans, à un point invraisemblable. Comme quoi, d'ailleurs, là, au sens strict, comme si le pouvoir avait besoin de ces événements pour se tenir. Il y a une mondialisation, je dirais, culturelle, d'ailleurs, qui passe, entre guillemets, par le sport et tout, qui est tout à fait évidente. Mais ça marche. Parce qu'il faut de l'événement. On a besoin d'événements. Hein, et c'est ça la grande question. Le problème, c'est, est-ce qu'on a encore des anthropologies, pour parler comme ça, des cultures qui peuvent produire d'événements? Ben, bien sûr que oui. Hein, d'ailleurs, à mon avis, ce qui est en train de ressortir dans tous les débats liés à ce qu'on appelle, qui sont très compliqués sur les problèmes identitaires, mais au peuple premier et tout, c'est très important. Là, je lisais un livre sur la mondialisation de la mer, justement, de quelqu'un qui est un libéral assez classique, aronien, mais il a beaucoup travaillé sur Australie et toute cette zone où la mer va être de plus en plus importante, et où il dit, le problème, c'est il y a des peuples encore qui ont un rapport à la mer qui n'a rien à voir avec notre rapport de croisiériste de bateaux à 4000 places. Hein. Voilà, vivre avec la mer est quelque chose de très compliqué. Hein, et là, il faut aller se balader, Nouvelle-Zélande, tous ces endroits-là. Il y a encore... il faudrait peut-être former un peu plus d'anthropologues pour aller se promener là-bas, parce qu'il y a encore des gens qui vivent avec la mer, alors que nous sommes en train, nous-mêmes, maintenant, de bousiller la mer. Hein, et on est dans cette phase intermédiaire, extrêmement intéressante. Moi, je pense qu'on peut, ça, c'est les écologistes et autres, chacun a son point de vue, qu'on peut réapprendre à vivre avec son environnement, mais c'est très compliqué. Parce que le problème, on est dans le global, et on ne répond pas que par le local au global. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. C'est que nos réactions sont locales. Et le problème, c'est que le global est plus fort que nous. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le méchant capitaliste qui nous broie. C'est pas ça. C'est bien plus compliqué. C'est des flux multiples qui interfèrent. C'est ça la grande difficulté. Mais là-dessus, très important de comprendre, ça vaut peut-être pour Genève, je suis moins sûr, mais Françoise Choët, qui doit avoir près de 100 ans, mais très malade, mais toujours vivante, et elle a beaucoup écrit sur le patrimoine. Parce que c'est quelqu'un, et moi je suis tout à fait sur ce plan, tout à fait d'accord, en disant effectivement, plus on est dans les flux mondialisés, plus on vend du patrimoine. Hein, la première ville qui a peiné là-dessus, c'est Barcelone, première ville à surtourisme qui l'a payé très très cher, qui a eu une maire qui a su réagir, et Paris est en train de le payer très cher. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en mal d'histoire, c'est une clarté absolue. Hein, vous n'allez pas recréer de parti politique en France sur des idéologies, c'est pas vrai. Bon, on n'est pas là pour débattre de ça. Le problème, c'est qu'on vend du musée. Un point, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que le musée aujourd'hui? C'est des rues imposées. Hein, là, c'est un autre débat. Depuis que les conservateurs de musées ont pris le pouvoir sur les musées sont devenus des musées complètement normés, ce qui n'était pas le cas. Hein, vous regardez des réflexions sur le Louvre avant 1977, quand a démarré la réforme, la manière dont étaient faits réorganiser les musées, je parle pour ici, enfin, je crois qu'il y a des gens très intéressants à Genève, que connaît mon ami si présent. Il y a l'art d'être dans la rue au musée, quelque chose de très important. On ne peut pas y être n'importe comment. Si moi je suis la rue musée qui m'est imposée d'avance, ce n'est pas une rue. Hein, voilà. Et la question du patrimoine, je pense, est fondamentale, parce que de plus en plus en Europe, on vend du musée. Hein, enfin, je parle en parisien, là, je suis bien plein. Voilà. On vend du musée, et en plus en parisien, qui est un musée, malheureusement, du pouvoir. Quand, en gros, ce qu'on présente, c'est quand même les monuments napoléoniens. Il faudrait quand même se poser des petites questions. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Ici, au moins, il y a le protestantisme. Bon. Mais le protestantisme, c'est très important, parce que le protestantisme, c'est d'une certaine manière ce qu'a gagné à l'échelle du monde. Hein, moi, je fais partie des gens, je suis bien entendu pas évangélique, ni très critique, mais si vous n'essayez pas de comprendre ce que sont les évangéliques, vous êtes mal barré pour comprendre l'avenir du monde. Il y a un livre très intéressant qui vient de sortir sur la Palestine, de Jean-Pierre Figu, un très bon chercheur sur le Proche-Orient, et qui est en fait sur les États-Unis.
Et il montre effectivement, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut comprendre que le sionisme le plus offensif aux États-Unis, ce n'est pas le sionisme juif, c'est le sionisme chrétien à travers les évangéliques. Ce livre est assez remarquable. Tous les présidents, effectivement, obéissent. S'appelle Jean-Pierre Filiu, la Palestine. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à ça, parce que je m'intéresse beaucoup aux romans américains. Vous avez beaucoup de mal à comprendre l'Amérique si vous ne comprenez pas qu'on est constamment, et le monde va vers ça, dans New Born Again. Tout le monde a besoin de ça. Les couples, etc. Je lisais qu'il n'y a jamais eu autant de baptêmes à Pâques à Paris. C'est pas que les gens redeviennent religieux, vont à l'église, pas Dieu. Non, ils ont besoin d'être baptisés, de rentrer dans une nouvelle histoire. C'est très important ce qui se passe. On n'est plus des individus complètement cadrés. Et ça, il y a besoin de renaître en permanence. Mais bon, tout ça, ça vaut pour la ville. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, messieurs, et à vous tous. Et je remercie Igor. Merci de la générosité aussi. Et merci de l'organisation du festival.